de Flessel. Pour le groupe socialiste, la parole est à Gilles Savary. Bonjour. Monsieur le Président, Monsieur le ministre des Affaires européennes, Monsieur le ministre des Relations avec le Parlement, Mesdames les présidentes de la Commission des Affaires étrangères et de la Commission des Affaires européennes, mes chers collègues, d'abord, je voudrais, avant de vous présenter la position de notre groupe, m'associer à l'hommage qui a été rendu au prix Nobel attribué à l'Union européenne. On a tous des sensibilités. Mais vous n'avez pas l'exclusivité de l'Union. Quand elle s'est créée, le général de Gaulle y était hostile. Souvenez-vous. Voilà. Et donc, je voulais dire qu'on peut avoir des sensibilités différentes. Eh oui, ça vous dérange. Je voulais dire qu'on peut avoir des sensibilités différentes, mais que ce qui est évident, c'est que l'Union européenne est une merveilleuse réussite politique en faveur de la paix. Ma génération est sans doute la première depuis le fond des âges qui n'a jamais connu la guerre sur le continent. Et c'est un prix Nobel qui est bienvenu, je le pense, au nom de tous les Européens. Je voudrais maintenant vous dire que c'est une aventure singulière pour quelqu'un qui a siégé 10 ans au Parlement européen de se retrouver dans cette tribune. Notre collègue précédent a envie qu'on échoue. Il a envie de montrer qu'il n'est pas d'accord avec la France, qui est aujourd'hui incarnée par un gouvernement autre que le sien, quand régulièrement, nous, au Parlement européen, nous avions l'habitude d'unir nos forces pour faire en sorte que l'intérêt national soit préservé, que nous puissions amener nos gouvernements dans les meilleures dispositions possibles dans les discussions difficiles du Conseil. Et oui, mon cher collègue, j'ai été surpris par le manichéisme de votre intervention et je reprendrai un certain nombre de choses point par point. Je voudrais simplement vous dire que oui, que vous l'ayez pas vu ou non, bien des choses ont bougé depuis le mois de juin dernier. D'abord, en effet, nous avons obtenu 120 milliards d'euros avec un effet de levier sur des financements considérables qui sont toujours plus que ce que vous n'aviez pas obtenu. En second lieu, oui, nous avons introduit du pluralisme par rapport à la hiérarchie qui régnait au sein du Conseil. Et si ça vous a échappé, mes chers collègues, M. Monti, qui n'est pas spécialement socialiste, a très vite rallié M. Hollande. M. Rajoy, la semaine dernière, a expliqué pourquoi il était derrière le président français. Et même, deuil, pour ce qui vous concerne, Mme Lagarde nous a envoyé un message, Mme Lagarde de Tokyo, pour expliquer qu'en effet, il fallait que l'on pousse aujourd'hui absolument la croissance du continent européen. Absolument du continent européen. Jusqu'à présent, quelles étaient les initiatives? Monsieur Accoyer, je vous en prie, vous n'avez pas le privilège de la vocifération. Je voulais vous dire que, s'il vous plaît, nous abordons un conseil. Non, mais s'il vous plaît. Nous abordons. Juste une minute. S'il vous plaît, mes chers collègues. Nous avons commencé un débat dans de bonnes conditions. Extrêmement important. D'abord parce qu'il s'agit de mettre en œuvre. D'abord parce qu'il s'agit. Ça va. D'abord parce qu'il s'agit de mettre en œuvre. S'il vous plaît. Mes chers collègues. Il s'agit de mettre en œuvre le pacte de croissance et d'emploi. Sur cette mise en œuvre du pacte de croissance et d'emploi, le groupe socialiste souhaite que les collectivités territoriales soient le plus possible, comme ça a été suggéré par M. Cazeneuve, associées à la mise en place de la recapitalisation de la BEI, très mal utilisée souvent par les collectivités territoriales, et surtout que nous soyons associés, vous inquiétez pas, que nous soyons associés le plus possible à la mise en place du redéploiement du FEDER et du FSE, c'est-à-dire de ces 55 milliards. Nous souhaitons que les project bonds soient utilisés pour le financement des projets du schéma national des infrastructures terrestres
que nous ne sommes pas aujourd'hui capables de financer alors qu'elles sont à un niveau de 260 milliards d'euros et que donc nous avons le souhait que ces project bonds soient mobilisés le plus possible sur ces projets importants pour lesquels nous trouvons des financements. Deuxièmement, nous aurons examiné les conclusions préliminaires du rapport Van Rompuy. Les conclusions préliminaires du rapport Van Rompuy, c'est aujourd'hui d'ajouter aux efforts de la Banque centrale et à la mise en place du mécanisme européen de stabilité pour essayer de mutualiser les dettes, c'est d'ajouter ce qui pourrait être l'esquisse d'un budget de la zone euro. Nous n'y sommes pas a priori hostiles, mais ce budget de la zone euro pose un certain nombre de problèmes qu'il convient aujourd'hui de traiter avec beaucoup de discernement et de prudence avant que les conclusions définitives ne soient exprimées. Le premier problème, c'est comment il s'articule avec le budget de l'Union. Et nous ne voudrions pas que cette proposition de budget de la zone euro soit l'occasion pour un certain nombre de dirigeants d'expliquer que les perspectives financières doivent être moindres ou moins ambitieuses. C'est notre souci, car nous avons effectivement à soutenir le budget de l'Union pour soutenir les politiques structurelles, à commencer par la PAC, la politique industrielle. Nous avons aussi comme objection la question de savoir quel sera le contrôle démocratique de ce budget de la zone euro. Un budget supplémentaire par rapport à un budget qui existe, contrôlé par qui? Bref, ce sont des interpellations qui aujourd'hui ne nous permettent pas d'avoir une appréciation définitive sur ce sujet. Autre proposition du rapport Van Rompuy, la mise en place de contrats de réforme structurelle avec chaque État membre, ce qui, d'une certaine façon, revient à pointer les limites du semestre européen et des procédures existantes. Là non plus, nous n'y sommes pas hostiles, mais nous en mesurons quand même les limites avec ce qui se passe en Grèce, où finalement, effectivement, la Grèce a des difficultés à mettre en place les contreparties de politique structurelle que l'on lui demande. Par contre, nous souhaitons que l'union bancaire soit finalisée le plus rapidement possible. Vous savez qu'un État membre s'y oppose, et non des moindres, c'est-à-dire l'Allemagne. Nous espérons que les uns et les autres, nous mettrons toute notre influence à la convaincre de finaliser cette union bancaire qui est extrêmement importante. Mais pour nous, ce qui est très important, c'est finalement de faire écho à ce que nous a dit le FMI. C'est de faire en sorte que l'Europe ne sombre pas dans la récession, qui serait un motif supplémentaire de rejet par les peuples et qui serait surtout probablement un motif de grands désordres sociaux et politiques. À cet égard, nous souhaitons que toutes les souplesses permises par les traités sur la surveillance budgétaire soient mises en œuvre avant que la ligne rouge de la récession ne soit franchie. Il est très important de ne pas être dogmatique en matière de surveillance et d'assainissement budgétaire, même si c'est très important pour nous désaliéner de la finance. Aujourd'hui, tout endettement supplémentaire, c'est un pouvoir de plus de la finance sur nos budgets publics. Il est donc très important de faire cet effort, mais cet effort doit être équilibré de façon à ce que, si nous en avons besoin, comme c'était jadis pour le pacte de stabilité, nous puissions effectivement soutenir la croissance. Et puis surtout, nous considérons que nous devons encourager notre président à demander à ce que les perspectives financières soient ambitieuses, que le mécanisme européen d'interconnexion, qui doit faire passer le budget des grands réseaux de transport de 8 milliards à 31 milliards, soit absolument soutenu par la France, que nous puissions mettre en place de nouvelles ressources propres, en particulier que la taxe sur les transactions financières que nous réclamons depuis 20 ans, souvent d'ailleurs sous les sarcasmes, mais qui, enfin, aujourd'hui est susceptible d'être mise en œuvre puisque 11 États membres y sont favorables, il n'en fallait que 9, que cette taxe soit pour tout ou partie budgétisée dans le budget de l'Union, que nous mettions en place les euro-obligations qui sont souhaitées par le président français et qui seraient un outil considérable puisque aujourd'hui l'Union européenne n'est pas endettée, pour pouvoir créer un choc de relance et pour pouvoir mettre en place une politique de relance telle qu'elle est préconisée par l'ensemble des économistes, mais aussi, je vous l'ai dit, par Madame Lagarde du FMI ou la Banque mondiale qui nous ont envoyé ce message de Tokyo, où de Tokyo, on voit bien que c'est la zone euro qui s'enfonce et qui est en difficulté. Mes chers collègues, nous n'avons pas le sentiment que nous sommes sortis d'affaires, La crise grecque est encore là. S'il vous plaît. La crise grecque est encore là. La relance n'est pas suffisante pour la soutenir. Nous avons donc absolument besoin de convaincre. Nous avons convaincu M. Monti, oui monsieur, nous avons convaincu M. Rajoy, qui est aujourd'hui derrière la France. Nous avons effectivement un certain nombre d'États membres
un certain nombre d'États membres auxquels vous vous recommandez en permanence, qui aujourd'hui considèrent qu'il ne doit y avoir que de l'austérité à offrir aux Européens, alors que tout le monde voit bien que l'austérité risque de nous enfoncer dans une crise qui serait autodestructrice de l'Union elle-même. Donc il est très important que vous nous aidiez à les convaincre, puisque vous nous avez dit votre amitié avec eux particulière, et donc il est très important que l'Europe, à côté de la mise en place d'une politique d'assainissement budgétaire, mette en place une politique de relance. Mes chers collègues, je voudrais aussi avoir un mot pour ce qui nous menace, et pour conclure, c'est non seulement la récession, si nous n'y prenons garde, mais c'est aussi le rejet des peuples. Il est donc très important que les politiques de l'Union préservent, si possible, le plus possible, ce qui, dans le budget européen, aujourd'hui, concerne très directement les peuples, c'est-à-dire les fonds structurels, qui doivent absolument continuer à profiter à nos régions, nos communes, nos départements. Vous savez que ce n'était pas l'orientation précédente. L'orientation précédente, c'était que la PAC. Non, c'est la PAC et les fonds structurels. Il est très important que le FEDER et le FSE continuent à irriguer nos circonscriptions. Il est très important que nous gardions Erasmus, les programmes pour la jeunesse, les programmes, je finis, les programmes pour effectivement les banques alimentaires. Et il est très important que nous ouvrions très vite une grande réflexion sur la démocratisation de l'Union. Voilà, mes chers collègues, quelle est la position du groupe SRC. Et le suivant, mon cher collègue, va bientôt vous éclairer de ses lumières. Merci, monsieur.